J'imagine que nous commençons. Très bien. Super. Écoutez, merci d'être venu à cette table ronde qui interroge les possibilités d'un numérique éthique ou socialement responsable. Nous avons peu de temps, mais on va quand même essayer de garder 10 minutes de questions à la fin pour échanger avec la salle. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur les autres tables rondes, mais en fait, il ne sera pas possible de passer le micro à travers la salle. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à aller sur le site de ProDurable, dans Programme, édition 2020, de sélectionner notre table ronde qui, je le rappelle, s'appelle, mais ça va être écrit, « Sens et raison d'être, le numérique au service de l'humain ». Et après d'aller sur le lien interaction conférence. Voilà. Donc le chemin est un peu long, mais visiblement ça marche bien et ça nous permettra surtout d'avoir vos questions que je pourrai poser aux intervenants ensuite. Donc peut-être pour revenir à nos moutons, on a quand même un vaste programme aujourd'hui puisqu'il s'agit de mettre le numérique au service de l'humain. Et c'est quand même un leitmotiv, un poncif, ou en tout cas une promesse qu'on entend quand même depuis plus d'une vingtaine d'années, sans en voir vraiment forcément des résultats très probants. Quand on prend un peu de recul sur le numérique tel qu'il est développé aujourd'hui, le tableau est même plutôt sombre, les scandales ne cessent de s'enchaîner. Il y a eu 2013, je pense, dont tout le monde se souvient, avec l'affaire Snowden, qui a rendu publique la surveillance généralisée des moyens de télécommunication mis en place par la NSA. En 2016, il y a eu le scandale de Cambridge Analytica qui a montré qu'il était possible de manipuler à des fins politiques des millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Nous connaissons le modèle économique peu soucieux de la vie privée des utilisateurs des grands du numérique, donc Google, Facebook, Amazon et autres consorts. Nous savons aujourd'hui que le numérique, loin de fonctionner tout seul de manière autonome, repose sur une main-d'œuvre abondante et très souvent précaire. Nous avons beaucoup entendu parler des livreurs ou des chauffeurs VTC, mais il y a aussi peut-être moins connus les travailleurs du clic, qui entraînent les intelligences artificielles et qui sont en charge de vérifier que les tâches que l'on donne à la machine sont correctement effectuées. Et ces personnes sont payées à la tâche et bien souvent sans réel contrôle. Nous savons également, si on regarde le point de vue écologique, que le numérique tel qu'il est développé aujourd'hui et tel qu'il se développe n'est pas soutenable. Peut-être pour prendre un chiffre, mais vous l'avez peut-être déjà entendu dans les autres conférences, le secteur du numérique représente aujourd'hui 4% de la consommation mondiale d'énergie primaire. Cette consommation ne cesse d'augmenter de plus de 9% par an, alors même que si nous voulons être en accord et respecter les objectifs de l'accord de Paris, il faudrait réduire cette consommation de 5%. Bref, la liste des désillusions est longue. Preuve en effet qu'il n'est pas si simple de faire un numérique au service de l'humain, quelle que soit la définition que l'on donne à ce terme, et en tout cas il ne s'agit très certainement pas de juste dire que l'on le fait. Et quand on regarde les grandes tendances à venir, qui sont cette explosion des équipements et des usages numériques dans les prochaines années, sans réels garde-fous qui sont mis en place, il y a de quoi, en tout cas, s'inquiéter sur le panorama global. Et il apparaît que le développement technologique est grandement orienté par les grands du secteur qui ont une position monopolistique et qui aujourd'hui orientent grandement les choix industriels du secteur et qui décident d'une certaine manière de la forme que prend le numérique aujourd'hui. Alors, comment faire ? Voilà, c'est bien le sujet de la table ronde d'aujourd'hui. Quelle marge de manœuvre avons-nous pour produire un autre numérique qui n'aliène pas le travailleur, qui respecte le droit du travail, mais aussi les droits de l'homme, qui soit écologiquement soutenable, qui ne soit pas le véhicule d'une surveillance généralisée, voire même qui soit un facteur de solidarité, bref, qui soit un peu plus heureux, ou en tout cas un peu plus souhaitable. Donc c'est bien ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos intervenants, qui viennent d'horizons très différents et qui, chacun à leur manière, tentent de peser pour imprimer une autre orientation plus souhaitable au développement technologique. Donc nous avons aujourd'hui Sophie Baudin, bonjour, directrice de Lilo, qui est un moteur de recherche français et solidaire qui permet à chacun de financer gratuitement des projets sociaux et environnementaux de son choix. Vous reviendrez dessus pour expliquer plus précisément en quoi cela consiste. Isabelle Machola, bonjour,
Donc, cofondatrice et présidente d'Isaïe, qui est une plateforme internet d'externalisation de tâches digitales. C'est un peu ce dont je commençais à parler tout à l'heure sur la face un peu sombre, mais qui est cette fois-ci socialement responsable. Donc Isabelle, vous nous expliquerez comment Izaï arrive à se démarquer des autres plateformes. Enfin, Joël Courtois, bonjour. Donc vous êtes docteur dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation et vous êtes aujourd'hui directeur de l'EPITA, École pour l'informatique et les techniques avancées, qui forme, pour le dire rapidement, les développeurs et les ingénieurs qui feront les technologies de demain, ou d'aujourd'hui déjà et de demain. Et donc pour finir, Sébastien Lyon, vous êtes directeur général d'UNICEF France, agence des Nations Unies qui se charge de la défense des droits des enfants. Alors Sébastien, la première question est pour vous. Il est assez surprenant de voir l'UNICEF un débat sur le numérique. Nous sommes a priori très loin de votre cœur d'activité. Donc peut-être, pour commencer, comment le numérique intervient dans l'activité d'UNICEF ? Alors bonjour Yael, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je mesure la chance qu'on a en tant qu'intervenant de parler sans masque, donc c'est un bon moment pour nous. Pour vous dire pourquoi l'UNICEF est ici aujourd'hui, simplement parce que on est, comme vous le disiez, l'agence des Nations Unies qui s'occupe des droits des enfants partout dans le monde. On est présent dans 190 pays et notre travail consiste à aider les enfants du mieux qu'on peut dans ces 190 pays. Et sans surprise, les enfants d'aujourd'hui, du monde dans lequel on vit aujourd'hui, sont baignés dans le numérique, biberonnés au numérique, les digital natives. Ça existe vraiment et c'est pour ça, par exemple, que le rapport annuel de l'UNICEF, qui est sorti il y a 2 ans, il s'appelait « Être un enfant dans une ère numérique ». Et il analysait en fait les droits de l'enfant sous l'angle de qu'est-ce que ça me donne comme droit, qu'est-ce que ça me donne comme devoir. Alors c'est vrai qu'on pense souvent aux menaces que le numérique peut apporter, puis c'est un peu comme ça que vous l'avez anglais, et on va parler de ça évidemment. Notre rapport, nous, il parlait des opportunités, des menaces. Il faisait un peu le constat des deux, et il y a beaucoup d'opportunités. Alors c'est vrai que nous, avec le taux de connexion qu'on a, les usages digitaux qui sont les nôtres dans un pays comme la France, on a peut-être un peu de tendance à oublier les avantages. Mais c'est vrai que notre rapport, il mettait en lumière une très grosse fracture numérique dans beaucoup de pays, et le fait que pour des enfants d'aujourd'hui, de 2020, avoir accès au numérique, avoir accès au digital, c'est vraiment une très grosse opportunité et on voit vraiment un impact sur le niveau de revenus futur dans les foyers où il y a accès au numérique et les foyers où il n'y a pas accès au numérique. Donc un de nos axes aujourd'hui importants de programmation, au même titre que depuis des années on vaccine des enfants, on construit des écoles, on apporte de la nourriture dans les zones où il n'y en a pas, et on a toute une ligne de programme aujourd'hui qui vise à donner accès à Internet à des enfants qui l'ont pas, parce que c'est tellement important, ça donne tellement d'opportunités qu'on considère que ça rentre dans les besoins vitaux quasiment des enfants. Donc ça veut dire qu'on baigne dedans, ça veut dire que pour nous c'est hyper important, ça veut dire aussi que pour nous, en France, on sert, comme toutes les organisations, les entreprises et les associations, des technologies numériques pour toucher les enfants. On va chercher les enfants là où ils se trouvent, et donc ça nous a obligés, nous en tant qu'UNICEF, à aller découvrir des applications, des façons de fonctionner, etc. Ne serait-ce que parce que si on veut sensibiliser les enfants eux-mêmes à leurs droits, il faut les trouver là où ils sont. Et aujourd'hui, par exemple, pour vous citer un exemple, pendant le confinement, on a fait une grosse campagne de sensibilisation contre les violences faites aux enfants et la promotion d'un numéro qui s'appelle le 119, qui est le numéro des violences faites aux enfants, qui est encore trop peu connu. Et cette campagne, on est allé faire sur Snapchat, parce que c'est là qu'on trouve le public cible, c'est là qu'on trouve les enfants. Donc évidemment, comme c'est un peu tarte à la crème ce que je dis, mais comme pour tout le monde, nous on s'occupe des enfants, et pour s'occuper des enfants, il faut qu'on parle la technologie, le numérique. Donc voilà un petit peu premier tour d'horizon. Et puis après, des projets qu'on développe pour utiliser le numérique pour améliorer notre programme et faire que ces technologies soient au service des enfants. On y reviendra. Donc merci Sébastien. Alors Isabelle, Sophie, vous avez une position totalement différente puisque vos structures, elles produisent une technologie que vous dites donc solidaire pour Lilo et socialement responsable pour Isaït. Donc Isabelle, quand même, comme je le disais au début, il est peu courant d'associer en général ces plateformes de crowdfunding, là où on trouve donc ces travailleurs du clic, et responsabilité sociale et solidaire. On est plutôt dans une extrême précarisation des travailleurs et qui, pour la plupart d'ailleurs, n'ont ni contrat de travail, ni contrat de prestation de toutes sortes. Donc en quoi Isaïe est-elle une plateforme au service de l'humain et comment est-ce que vous définiriez vos actions ? D'abord, juste pour rappeler un peu ce que fait Isaïe. Donc Isaïe, c'est une plateforme, comme tu l'as dit, de crowdsourcing. Donc on prend des projets digitaux,
On les découpe en micro-tâches et on appelle la foule, la crowd. Et c'est des jeunes femmes qui se connectent et qui vont choisir le projet sur lequel elles souhaitent travailler en fonction de leurs compétences et appétences. Ce qui différencie Isaït, c'est plusieurs choses. Déjà, quand on a créé Isaït, nous, on croit fermement que ce qui donne du sens à la vie, c'est le travail, que demain, le monde est digital et que si on n'est pas connecté et éduqué au monde digital, c'est la fracture numérique, encore plus dans les pays émergents. On a souvent tendance à dire dans les pays émergents, tout le monde a un smartphone, mais avoir un smartphone, c'est pas être digital. Ce qui différencie Isaït, c'est que donc déjà on s'adresse qu'aux femmes. Alors ça c'est un petit clin d'œil. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui vivent avec moins de 2 euros par jour, dont 70% sont des femmes. Et Isaït, c'est un complément de revenus. On rentre chez Isaït parce qu'on a un projet professionnel. Et Isaït, pendant 2 ans et demi, on ne peut pas travailler plus de 2 ans et demi chez Isaït, on ne peut pas travailler plus de 100 heures par mois chez Isaït. On va soutenir ces jeunes femmes à travers un programme, Isaït Help. C'est 5% de nos revenus qui sont redistribués à ce programme et qui a 3 objectifs. Faire des liens avec des hubs, des partenariats en local, c'est un peu le côté humain d'Isaït. On va aider la jeune femme à devenir indépendante. On est légal chez Isaït, on va passer de l'économie informelle à l'économie formelle. Le deuxième axe de ce programme hyper important, c'est l'éducation. Donc on forme la jeune femme en interne, en externe, donc on fait des partenariats. Et puis une aide à Internet, parce que si on n'a pas d'Internet ou que c'est compliqué au début parce qu'on n'a pas assez d'argent, eh bien on ne peut pas se connecter à Isaït. Et donc le modèle d'Isaït, c'est une organisation horizontale, ce qui nous permet de pouvoir payer la jeune femme bien plus que les Amazones et autres, parce que 60% de ce que le client nous donne, ça va directement pour la jeune femme. C'est en ça aussi qu'on est vraiment différente. On a une communauté. Quand on regarde les autres plateformes, bon, tu as nommé Amazon, mais il y en a beaucoup d'autres, on ne sait pas très bien où les personnes travaillent. Nous, aujourd'hui, on sait très bien qui elles sont. Il y a un peu plus de 1000 sur 28 pays, 3 continents. On fait la promotion de notre communauté. On croit beaucoup à la fonction de rôle modèle pour la femme. Je suis quelqu'un qui pousse énormément la femme vers la techno, s'entraider. Et donc, nous, on n'a vraiment pas honte de montrer cette communauté et de partager l'impact. Et enfin, en quoi on est différent ? Quand on a créé Isaït, dès la création d'Isaït, on a mis dans le modèle une mesure d'impact social faite par un cabinet, Kimso, qui est reconnu sur le marché, avec une méthode SROI, Social Return on Investment. Et chaque année, on va sortir notre 4e rapport courant septembre. On mesure de façon qualitativement et quantitativement l'impact. C'est facile de dire on fait de l'impact social, mais il faut le montrer. Et donc nous, chaque année, on prend ce cabinet externe et les 4 impacts qui sont mesurés par ce cabinet, c'est le Woman Empowerment, c'est la confiance que la femme va acquérir lors de ces 2 ans et demi de passage chez Isaït. C'est l'éducation. Grâce à Isaït, elle va continuer ou reprendre ses études. C'est une certaine professionnalisation au monde digital. Elle apprend les outils informatiques, se présenter sur LinkedIn. Et enfin, pour celles qui sortent, on voit maintenant cet impact de plus en plus présent. Elle trouve un job. Pas parce qu'Isaït est connue, très connue sur les continents où on opère, c'est que juste quand elle explique ce qu'elle a fait pendant 2 ans et demi, elle est absolument bancable. Et donc, je terminerai en disant que Isaït, on fait de l'externalisation, mais on est dans un domaine qui s'appelle l'impact sourcing. Ça a été créé, le nom, par la Fondation Rockefeller il y a 8 ans. Traduit en français, c'est externalisation socialement responsable. En fait, c'est aller donner du travail à des personnes qui, sans un accompagnement, que ce soit éducatif, financier, et donner une chance, ces personnes-là ne pourront jamais accéder à l'emploi. Merci Isabelle. Du coup, Sophie, vous, pour votre part, vous définissez comme une entreprise citoyenne. Alors, comment vous définissez cela et peut-être en quoi ça se différencie ou se rapproche d'Isabelle ? Alors, entreprise citoyenne, le thème de la conférence, c'est le numérique au service de l'humain. Nous, on est un moteur de recherche. Je pense qu'on en utilise tous chaque jour. Et en tant qu'hommes et femmes, ça nous rend bien service. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les moteurs de recherche génèrent beaucoup d'argent. Et en fait, chez Lilo, on s'est dit qu'on pouvait mettre cet argent, non pas au service de notre vie quotidienne, mais au service de l'humain, au sens de ce qui fait de nous l'humanité, ce qui va nous permettre d'adresser les enjeux de demain. Donc, c'est quoi un moteur de recherche solidaire ? C'est quoi Lilo ? Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent déjà.
Concrètement, vous l'installez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur à la place de Google. Et puis, à chaque recherche, vous allez collecter des gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau, vous allez les accumuler au fur et à mesure de vos recherches. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez les reverser à des projets sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, on va annoncer que, comme ça, les Français qui utilisent déjà Lilo auront pu, depuis notre création, récolter 3 millions d'euros. 3 millions d'euros qui sont reversés à des ONG, petites et grandes, pour adresser des enjeux environnementaux, sociaux ou encore défendre la cause animale. Merci, merci Sophie. Ce qui est intéressant là dans ce que vous veniez de dire, c'est qu'on voit bien que vous ne parlez pas que de la technologie en elle-même, mais d'ailleurs, Isabelle, je crois que vous ne l'avez pas forcément mentionné, mais vous avez un programme qui accompagne et qui permet d'accompagner ces femmes. Sophie, vous... Si, je l'ai mentionné, c'est les 5% pardon. du programme Isaïtel. Donc c'est bien, en tout cas, vous avez une structure, j'allais dire, annexe. Donc Sophie, vous, c'est, si je ne me trompe pas, une association. Nous, c'est notre modèle. L'ensemble de Lilo s'est créé en 2015 et dans nos statuts, dès notre création, on a écrit qu'on faisait développer des services numériques dans le but de financer et promouvoir des projets sociaux et environnementaux. Donc c'est vraiment l'intégralité de notre modèle, de notre processus qui est orienté vers cette capacité à redistribuer de la valeur, à financer les enjeux de notre époque. Et donc, ce qui montre bien aussi que là, vous êtes bien dans une logique de gouvernance et de la manière dont vous gouvernez, j'allais dire, la technologie, ou en tout cas que vous prenez les décisions. Et donc, ce qu'on entend aussi, c'est que quand vous parlez, en tout cas, alors le mot éthique n'est pas vraiment sorti, c'est peut-être volontaire, mais on va dire quand on essaye de faire une technologie au service de l'humain, c'est bien de prendre, dans ce que j'entends, l'ensemble de la chaîne et donc de bien se poser d'abord au départ le pourquoi la technologie a été développée, son but, l'intention qui a été mise dedans, ensuite le comment est-ce qu'elle a été développée et d'ailleurs, dans ce que vous venez de dire, aussi comment est-ce qu'elle est accompagnée, contrôlée, et après, jusqu'en bout de course, et pas seulement je la mets sur un marché et puis on voit ce qu'elle devient et on voit où elle arrive. Alors, Joël, vous avez une position qui est encore différente. Et du coup, ce que je me posais comme question, c'est en tant qu'école, puisque donc l'EPITA est une école d'ingénieurs, comment est-ce que vous prenez en compte, est-ce que vous prenez en compte ces dimensions et comment est-ce que vous les traitez et vous les insérez dans votre programme ? Alors, ça fait plus de 20 ans que je suis à la tête de l'EPITA. Donc, je peux vous dire que les dimensions numériques au service de l'humain, on a eu l'occasion de les voir et on a un recul sur des approches extrêmement différentes. D'abord parce que aujourd'hui, EPITA, c'est un peu l'école phare, c'est l'école d'ingénieurs, mais on a d'autres formations qui tournent autour de l'école, des formations pour des décrocheurs, donc pour des gens qui jusque-là faisaient le guet au pied d'une cité et qui se retrouvent développeurs web 1 an et demi après et qui évidemment vont avoir une vie complètement différente. Donc ça c'est l'impact, je dirais, formation. Mais quand on va former nos jeunes ingénieurs, il y a toute une dimension technique complétée d'une dimension sociétale et d'une dimension éthique. Le but, n'est pas simplement d'enseigner des technologies. Si on enseignait juste des technos, on va retrouver aujourd'hui en ligne, encore une fois, grâce au numérique, on va retrouver en ligne des cours sur à peu près tout ce que l'on peut imaginer comme sujet technique. Mais ce qui va faire l'esprit d'une école, d'une formation, ce qui va être un petit peu le moule, c'est la façon dont on va les aborder et ce que l'on va essayer d'insuffler sur comment utiliser ce numérique. Et c'est là où on tombe sur le thème du jour, le numérique au service de l'humain. Je ne vois pas autant d'aspects négatifs que tous ceux que vous aviez évoqués tout à l'heure. Il y en a un qui paraît pourtant simple, de dire le numérique, ça consomme de l'énergie, voilà, 2%, 4%. Je pense que si on regarde le confinement que l'on a subi il y a quelques mois, il y a certainement eu une forte augmentation de la consommation électrique des équipements informatiques pendant cette période. Si vous le comparez à la baisse de la consommation du trafic aérien, des voitures, des trains, etc., je pense qu'on a été très très largement gagnant dans le bilan par rapport à la consommation. Les industries étaient en pause et que du coup on ne voyait pas la consommation de la fabrication. Mais effectivement, l'usage est pas forcément je pense que dans cette transformation-là, voilà, il y a effectivement des aspects qui va être regardés sous les différentes faces. On est une école. Le but d'une école, c'est de dire ce qui va différencier l'humain d'autres espèces, c'est la connaissance, la compétence, la culture. Ce sont des apprentissages. Et ces apprentissages,
on ne réinvente pas la roue tous les jours. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, tiens, tu as accès à Internet et avec ça, redécouvre le monde. Et on a besoin d'un accompagnement. Donc je crois que là où le numérique est au service de l'humain, c'est que d'un seul coup, grâce à ce développement des outils, des produits, des services qui se sont faits depuis 10, 20, 30 ans, vous avez à portée de clic toute la planète. Vous avez la culture, la connaissance, vous avez des choses extrêmement riches à portée de main. Mais il va y avoir besoin d'un accompagnement et il va encore y avoir besoin de l'humain. D'abord parce que tout ce que vous allez trouver sur le net ne va pas être vrai. Parce que l'on a toujours été habitué à ce que les gouvernements, les religions, tous ces outils manipulateurs qui essayent de ramener l'être humain à leur propre vision, il faut savoir les analyser avec un petit peu de recul. Donc si vous prenez le fait brut, vous pouvez très facilement tomber dans du sectarisme. Donc il y a besoin d'un accompagnement et ce que l'on essaye de promouvoir, c'est l'idée que le numérique seul ne peut pas se suffire. Le numérique est un outil fantastique au service de l'humain si quelque part il reste de l'humain pour accompagner son usage. Et on l'a bien vu là, pendant la période de Covid et pendant la période vraiment de confinement. Même pour des élèves, ingénieurs qui étaient déjà habitués avec des cours, ça ne nous est pas arrivé le 1er septembre, c'est arrivé au mois de février. On les avait déjà rencontrés, on avait travaillé ensemble. On a vu leur changement de comportement, leur changement de méthode de travail lorsqu'ils se retrouvaient seuls, sans être vraiment seuls, puisqu'ils avaient toujours des cours, il y avait toujours des contacts avec des profs, on faisait des réunions de délégués, mais le comportement changeait. Donc, je crois que ce qu'on devra garder en tête, pour moi, le bilan, il est positif, il est indéniablement positif. On va trouver des points négatifs, mais il est indéniablement positif sur toute la planète. Mais il y a un besoin d'accompagnement humain qui reste très fort. Et ce ne sont pas les outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de résoudre le problème à courte échéance. Et justement, Joël, sur ce point-là précis, ce qui est intéressant, et d'ailleurs ce qui est même assez positif, c'est que depuis, 5 ans, mais plus particulièrement ces 2 dernières années, on voit quand même monter dans le débat public une prise de conscience un peu généralisée sur ces conséquences sociales, environnementales, politiques du numérique, et qui amène les industriels aussi à se positionner sur ces sujets-là, et en tout cas aussi à mettre en lumière des structures comme Lilo et Isaït. Il faut y préparer les plus jeunes. Et donc justement, ma question c'est est-ce que cette prise de conscience qu'on a vu beaucoup à Polytechnique, à Centrale, à HEC, avec des manifestes qui sont sortis et des prises de parole publiques des étudiants, est-ce que vous avez cette même prise de conscience chez vos étudiants ? Oui, tout à fait. Il y a une dimension éthique qui est incontournable et qui est quelquefois difficile à mettre en place parce que le numérique souffre encore d'une image technologique très accrochée aux hommes. Et on n'arrive pas à faire venir les femmes dans le numérique. Voilà, ça fait 20 ans que je me bats sur ce sujet, j'ai fait des dizaines de conférences, on a imaginé des tonnes d'initiatives, eh bien je peux vous garantir que le résultat est nul. Il ne se passe rien. Alors bon, si j'ai envie d'être positif, voilà, on est encore à l'automne, il fait beau. Cette année, on aura à peu près 12 ou 13% de filles, alors que l'année dernière, on en avait entre 11 et 12. Bon. Enfin, si on a vraiment envie d'être positif, 2% de plus, on passe de 10 à 12, c'est 20% d'amélioration. Voilà, selon le journal que vous allez lire, on a fait 20% de mieux cette année. Enfin, ça reste ridiculement faible, quoi. Et donc, on n'arrive pas... C'est relative quand même. Comment ? Donc c'est relatif quand même. Ce que vous observez dans les faits. Ah oui, non, mais c'est ridiculement faible. Or, si l'on veut que cette dimension éthique et sociétale soit entièrement prise en compte, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans le process. Et vous parliez d'intelligence artificielle tout à l'heure, faire des systèmes d'apprentissage automatique qui sont faits que par des mâles blancs de 30 ans et de culture américaine, ça ne va pas s'adapter à toute la planète. Donc, il y a... je ne sais pas par quel message. Je vous dis, moi, je le dis honnêtement, je ne sais plus. On a tout essayé. Cette année, on a un grand industriel. Je n'ai pas le droit de dire son nom encore parce qu'il veut faire une grosse annonce publique d'ici la fin du mois, qui a carrément financé la scolarité de 30 jeunes filles pendant les 5 années d'études. Bon, il a fait ça au niveau mondial, donc vous en entendrez sûrement parler dans quelques semaines. Mais pour vous dire que... y compris, et quand vous verrez le nom, vous direz quoi ? Eux, comment ça, ils font de l'éthique et du social ?
mais voilà, tout le monde ressent ce besoin de transformation. Alors, du coup, Sophie, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez l'impression que les utilisateurs de Lilo sont ce qu'on pourrait appeler un public de niche? Vous avez l'impression que ça concerne vraiment tout le monde et du coup que c'est assez positif Alors, je vais avoir une bonne nouvelle. Non, parce que en fait, sincèrement, Lilo, on démocratise le numérique d'une certaine manière. En tout cas, on permet à des personnes de s'en emparer et de voir une utilité au-delà. Alors, on a beaucoup de femmes utilisatrices de Lilo. C'est peut-être la seule spécificité. Sinon, en termes de structure d'âge ou de toute la France, vraiment, on a tous les profils présents sur Lilo. Et donc ça, c'est une dimension très, très positive pour nous. Et est-ce que vous pensez que justement cet élan que vous avez peut suffire à peser comme une vraie alternative face à des géants comme par exemple Google, pour ne pas le nommer, dont vous dépendez en partie? Alors, sur l'usage, on a un boulevard devant nous. C'est-à-dire, après, il faut être prêt à faire un petit effort. Enfin, je veux dire, c'est comme il y a 5 années, on a appris à recycler davantage. Là, il faut changer nos habitudes. Elles sont pas très fortes, mais en tant que moteur de recherche, il faut faire l'effort de changer et de se réhabituer un tout petit peu. Ensuite, effectivement, c'est un marché sur lequel, on ne va pas se le cacher, il y a des barrières à l'entrée. Quand vous achetez un ordinateur, quand vous achetez votre téléphone, il y a un certain nombre de moteurs de recherche qui sont préinstallés à l'intérieur. Donc tout notre enjeu, c'est de réussir à faire bouger ces barrières qui sont pour nous aujourd'hui les barrières les plus difficiles à travailler. Et Isabelle, alors vous êtes aussi dans un contexte d'hyper-concurrence, donc face aux plateformes dont on parlait tout à l'heure, et notamment celle d'Amazon aussi, Mechanical Turk pour ne pas la nommer également. Comment est-ce que vous arrivez à vous imposer dans cet univers? Et est-ce que le fait justement d'avoir cette approche un peu plus éthique, ou en tout cas plus large, est plutôt en votre faveur, ou ça n'a pas forcément d'impact? Alors avant de répondre à cette question, Allez-y. je veux juste te dire que je suis d'accord, c'est carrément archi nul qu'il n'y ait pas assez de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Je suis diplômée presque 30 ans, et il y avait 15%, et c'est toujours aussi nul. Et donc... et d'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a une question du public qui porte là-dessus, donc autant la dire tout de suite. Il y a la question des quotas. Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce que vous avez déjà essayé de le mettre en place? Donc là, je pense que c'est plutôt pour Joël après, mais à garder en tête. Mais moi, je suis personnellement pour les quotas, pour booster, et c'est un peu l'histoire aussi d'Isaïd, puisque... Comme je l'ai dit, on fait travailler que des femmes, justement pour les soutenir. Et je pense que c'est très important, je l'ai déjà dit, mais j'y crois vraiment fermement. Ce rôle modèle, il faut encourager, parce que arriver seul dans un univers que d'hommes, c'est pas très sympathique. Donc ça repousse un peu les jeunes femmes. Je peux très bien le comprendre, je l'ai vécu moi-même. Donc voilà. Pour répondre à la question, oui, donc, le monde est très concurrentiel. Aujourd'hui, l'offre d'Isaïd ne peut pas être supérieurement plus forte, enfin plus chère qu'une autre offre d'un autre concurrent, parce que malheureusement aujourd'hui l'entreprise ou les entreprises ne sont pas prêtes à payer beaucoup plus cher pour avoir un service qui est socialement responsable. Par contre, depuis que 3 ans et demi qu'Isaïd existe, presque bientôt 4 ans, je suis très positive de voir qu'il y a une vraie évolution. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Souvent, ça commence par le haut de l'échelle dans l'entreprise. Le patron a envie que ça soit différent. Je prends toujours l'exemple de Microsoft, qui a décrété de faire 5% d'achats responsables. Cette attitude, elle est de plus en plus dans les grands groupes. Et puis quand on arrive au bas de l'échelle, l'opérationnel, qui lui a besoin d'un service, je suis en train de créer mon algorithme de machine learning, je vais avoir besoin d'aide pour justement le rendre intelligent, parce que cet algorithme, tout le monde le sait, il est idiot. Donc, je vais avoir besoin d'humains pour... et quand je vais comparer les offres, évidemment, je ne suis pas prêt à payer 10 fois plus pour Isaïd. Nous, notre force, c'est qu'en fait, on montre quel est l'impact que de travailler avec nous.
à tarif égal, ou plus ou moins égal, eh bien nous, déjà, on paye 7 fois plus la personne qui va faire le job. Puisque comme on est une plateforme, on n'a pas d'infrastructure, on est sur un modèle horizontal, donc le revenu qui va directement à la jeune femme, il est 7 fois plus important que dans les autres structures. Juste pour vous donner une idée, à Madagascar, quelqu'un qui travaille en CDI va toucher entre 40 et 60 euros par mois. Nous, elle va travailler à mi-temps, elle a gagné 300 euros. Donc, si on la ramène à un travail à temps complet, c'est 600 euros. Donc là, évidemment, et puis on fait des scorecards. On montre à l'entreprise, voyez, vous avez fait travailler Isaït au lieu de Amazon Mechanical Turk, même si Amazon Mechanical Turk a vraiment un business model complètement différent. C'est le client qui décide du prix. Chez Isaït, on ne décide pas du prix. C'est Isaït qui discute avec le client, mais ce n'est pas le client qui décide. On fait quelque chose d'équitable pour la personne. Et quand on regarde tout cet écosystème et qu'on voit l'impact que ça a eu sur l'éducation, il y a de plus en plus de structures qui se disent à prix plus ou moins égal, eh bien, je préfère faire travailler une société qui va vraiment avoir un impact sur le long terme. On fait des jolis scorecards qui sont souvent intégrés dans des documents au sein de l'entreprise. Donc voilà, mais c'est sûr que on trouve encore, comme la concurrence est très forte, tous les jours il y a des nouvelles plateformes qui se créent partout, qui font travailler les personnes un peu sous forme vraiment de grosse précarité, avec aucun encadrement. Et là, au moment où on arrive sur un prospect, potentiellement, si on se retrouve face à eux, évidemment. Mais je suis vraiment positive parce que en 3 ans et demi, j'ai quand même vu petit à petit, donc voilà, les 2% de femmes supplémentaires cette année à la rentrée, mais j'ai quand même vu, enfin je vois plutôt une vraie évolution positive. Oui. C'est que vous faites même une action de sensibilisation en même temps, en fait, de ce que oui, tout à fait. Oui. Alors Sébastien, vous, donc c'est encore différent parce que vous n'êtes pas dans un contexte du tout de concurrence, enfin a priori en tout cas, et même pas que a priori. Et du coup. En revanche, ce que vous expliquez, même si vous n'avez pas forcément mis tout de suite l'accent dessus, c'est que vous avez aussi une action un peu qu'on pourrait appeler de lobby auprès des fabricants et des constructeurs, des industriels, pour qu'ils prennent en compte les droits de l'enfant et que les services développés prennent bien en compte cette dimension-là. Donc, comment est-ce que vous, donc en tant qu'UNICEF, vous intervenez dans ce jeu d'acteurs qui est quand même assez complexe pour développer des technologies qui précisément peuvent servir les enfants. Et si je ne me trompe pas, vous avez un projet plus spécifique qui devrait permettre à plus d'enfants, en tout cas d'avoir une existence civile. Et d'ailleurs, donc, ça me fait venir aussi sur la question de comment vous intervenez par rapport aux États aussi. Il y a État, citoyens, population, fabricants. Enfin, comment vous jonglez avec tout ça? Je vais essayer de faire ça en 3 minutes, ça va être pas facile, mais non, peut-être pour illustrer un peu le fait qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses technologies qui sont disponibles sur le marché, et c'est vrai que certaines d'entre elles font peur, parce qu'elles sont souvent l'apanage de grands groupes industriels ou d'États. Pour nous, c'est très important de faire que ces technologies qui sont disponibles aujourd'hui se soient réappropriées par des acteurs comme nous au service des populations. Et l'exemple que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'on a un projet autour de l'utilisation de la blockchain. Je ne vais pas vous faire un cours de blockchain, mais si vous voyez à peu près comment ça fonctionne, l'idée est de rendre accessibles des données et de les faire certifier par une chaîne de certification qui n'est pas les chaînes classiques que vous avez, par exemple, dans le système bancaire pour des transactions, par exemple. L'idée de l'utilisation de cette technologie pour nous, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a un énorme besoin de donner une existence légale à des centaines de millions d'enfants. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 1/3 des enfants qui naissent sur cette planète qui n'a pas de certificat de naissance et d'état civil. C'est un papier, un état civil. On a peut-être un peu oublié en France à quoi ça sert, mais ça sert à plein de choses. Ça sert à avoir une carte d'identité, ça sert à avoir un passeport pour voyager, ça sert à pouvoir emprunter de l'argent à la banque. Bref, ça sert à plein de choses. Ça sert à aller à l'école aussi. Et donc, ce tiers d'enfants dans le monde qui n'a pas d'état civil aujourd'hui est privé à court ou moyen terme, de tous les droits que je viens de citer. Une technologie comme la blockchain nous permet, et on est en train de faire des tests aujourd'hui, de mettre en place des certificats de naissance de manière hyper rapide, hyper décentralisée, sécurisée, non falsifiable,
et qui résiste au temps en quelque sorte, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de pays qui distribuent, et la France en particulier, distribue des états civils papier qui peuvent disparaître en cas de catastrophe, de guerre, de tsunami, etc. Donc on est en train de mettre en place un projet comme ça, où on voit qu'il y a l'utilisation d'une technologie très de pointe, quoi, enfin, plus tant que ça, mais enfin, parce que ça commence à se mettre en place, mais au service de l'humain, au service des enfants, pour leur permettre d'avoir cette existence légale. Et ce jeu, et je finirai là-dessus, il s'ancre un peu dans dans une logique un peu de confrontation ou de lobbying avec des grands acteurs, avec des États. Et c'est vrai que l'utilisation de cette technologie nous permet de dépasser des barrières dans la discussion avec certains États qui nous disent « Ah oui, mais vous comprenez, on ne peut pas enregistrer les enfants de la province du Nord-Ouest parce que c'est trop loin, c'est difficile d'accès, c'est compliqué et ça coûte trop cer. » Et donc, le fait de mettre des technologies comme ça dans la balance, quel que soit ce qu'on pense de ces technologies de manière intrinsèque, nous permet d'aller challenger des habitudes de certains États qui nous disent bah, « on ne peut pas aller là-bas », mais on dit bah, « si, on peut peut-être y aller ». Et avec cette technologie-là, on va permettre d'avoir des gains très très importants dans l'enregistrement des naissances, par exemple, tout en allant dans des zones très reculées où on ne pouvait pas aller précédemment. Donc moi, je vois vraiment, à travers cet exemple, l'opportunité pour nous de dépasser des barrières qui sont face à nous de la part des États dans lesquels on travaille, et d'aller les challenger et de dire, bah oui, grâce à la technologie, on peut faire plus et on peut rendre des services supplémentaires aux enfants qu'on essaye, nous, d'aider. Donc là, j'ai eu 2 questions du public qui se rejoignent sur votre projet. Donc là, la première, c'est la blockchain est très consommatrice de ressources énergétiques. Pourquoi pas une simple base de données? Et du coup, cela se recoupe avec une autre question qui était donc, pardon, il faut juste que je remonte dans le fil des questions. C'est comment à la fois promouvoir le numérique, donc pour le service, j'imagine que c'est au service de l'humain, apporter tout en sensibilisant à une certaine sobriété, surtout dans les pays émergents. Donc finalement, ça revient à cette question plus globale de la prise en compte des questions écologiques. Je dirais que mon camarade de l'autre bout de la table ronde a déjà commencé à répondre à ça, mais c'est vrai qu'on a une vision assez holistique des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le non-accès à l'état civil pour ces enfants a un tel coût pour eux, c'est tellement, ça a un tel impact sur leur vie future, que je ne vais pas dire qu'on va le faire à tout prix, parce que ça va, c'est pas tout à fait, c'est évidemment pas vrai, mais il faut voir les moyens qu'on met en œuvre par rapport à ceux qu'on aurait mis pour atteindre le même résultat. C'est un peu comme ça qu'on le calcule. Aujourd'hui, mettre en place un projet comme celui que j'ai décrit dans une province du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui est le pays sur lequel on fait notre test, les coûts qu'on aurait mis en place pour atteindre le même résultat aurait été de créer des centres d'état civil, d'acheter une quarantaine de 4x4 pour aller dans des coins hyper paumés et devoir y aller plusieurs fois, demander à des gens de se rendre de leur lieu d'habitat au centre d'état civil qu'on aurait créé, occasionnant de multiples déplacements que beaucoup de gens ne peuvent pas s'offrir par ailleurs. Donc il y a le côté, on dépasse une impossibilité, et par ailleurs, de toute façon, ça se calcule en bilan, quoi. C'est-à-dire, ça remplace un certain nombre de choses qu'on aurait dû faire par ailleurs et qui auraient eu, eux aussi, un coût écologique, quoi. Merci Sébastien. Là, j'ai 2 questions un peu plus techniques, donc je vais les dire les 2 en même temps. Donc première question pour Sophie. Lilo a son propre moteur d'indexation ou bien passez-vous par un service externe? Et du coup, je pose tout de suite la question à Isabelle. Quel statut des travailleuses avec Isaïe? Donc, allez Isabelle. Je réponds à la première. Donc, le statut des travailleuses chez Isaït, elles sont équivalents auto-entrepreneuses, donc freelance. Donc, comme on opère, comme je l'ai dit, sur 3 continents, l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique, c'est des papiers différents, c'est des statuts différents, mais elles ont, on va dire, self-entrepreneur. Donc, pour entrer chez Isaït, d'une certaine façon, on touche au côté entrepreneurial parce qu'il va falloir avoir un statut, se déclarer, quand on gagne de l'argent, payer ses impôts. Et voilà, c'est... Et concernant du coup la question sur Lilo, donc nous aujourd'hui, on n'a pas notre propre service d'indexation, on a recours à un service externe. C'est le cas, à ma connaissance, de tous les moteurs de recherche alternatifs. Et on parlait tout à l'heure des barrières à l'entrée. Moi, j'aime bien cette notion, je pense qu'on avait échangé là-dessus avec Yael, à terme, moi je pense que ces algorithmes qui ont été conçus avec nos données, moi j'aime bien cette notion de bien commun.
Quand le haut débit s'est développé en France, que Free s'est développé, on n'a pas demandé à Free de repasser des fils de cuivre. Moi, j'aimerais bien que sur la partie moteur de recherche, à terme, on se pose la question de comment organiser cet accès aux données de tous, qui ont été, on va dire, mises ensemble pour développer des services performants. Il y avait une question qui rebondit un peu là-dessus, donc comme ça j'en profite. Donc finalement ici, en tout cas avant d'en parler maintenant, on évoquait les modèles économiques liés aux services numériques, mais pas tant le numérique en tant que tel. Quid de l'interopérabilité des licences libres pour favoriser l'émergence des communs? Là, vous en avez un peu parlé. Est-ce que ça, c'est des choses que vous prenez, donc par exemple Joël, dans vos programmes? Est-ce que ça a été une question pour vous de passer par ces services de logiciels libres? Oui, enfin, voilà, comment vous pensez de ces questions-là? Donc là, c'est questions ouvertes. Qui veut répondre, répond. Je vais dire un petit mot. Déjà, nous, en tant qu'école, nous ne sommes au service d'aucun industriel. Ça veut dire que tous les enseignements reposent sur des outils libres. Après, la dernière phase de formation d'un étudiant, lorsqu'il maîtrise les concepts, lorsqu'il est capable d'imaginer, de concevoir, c'est de le préparer au marché de l'emploi. Et forcément, quand on arrive dans la dernière année sur le marché de l'emploi, là, on regarde quels sont les outils du marché et on va les former à des outils spécifiques qui sont ceux qu'ils ont le plus de chances de rencontrer en sortant de l'école. Mais toute la base de la formation est faite sur de l'outil libre, justement pour ne pas les mettre dans un moule. Le libre se porte bien. Libre ne veut pas dire que c'est gratuit. Hein. Libre veut dire que vous avez une base commune à partager. Mais prenez un outil libre, quel qu'il soit, vous allez être à peu près incapable d'en faire quoi que ce soit. Vous partez de la base d'un outil libre et vous allez l'adapter à votre contexte personnel, à celui de votre entreprise, et vous allez avoir besoin de développeurs, d'ingénieurs pour l'adapter à votre environnement. Mais au moins, vous avez votre outil sur une base qui a une vraie pérennité. Parce que quelque part, le libre a peut-être plus d'avenir qu'un grand nombre de grandes sociétés, puisque c'est un bien commun que tout le monde continue à enrichir, alors qu'une société, à un moment donné, peut déposer le bilan, disparaître. On a souvent dit qu'il ne faut pas faire du libre parce que c'est fragile, il n'y a pas une grosse boîte derrière, mais au contraire, le libre est plus solide à partir du moment où il y a toute une communauté qui le fait vivre. Oui, alors donc chez Isaït, nous, on aime bien la notion de communauté, de partage, de collaboratif. Ça fait partie d'ailleurs de nos valeurs. Et donc, au sein de la plateforme, mais pas que, quand on a l'opportunité d'utiliser des briques d'open source, par exemple, autour de l'intelligence artificielle, qu'on utilise des modules pour rendre notre plateforme plus intelligente dans l'assignation des tâches de façon bienveillante, ben oui, je trouve que c'est absolument bien. On a aussi cette approche très pragmatique. Super, écoute, je vois, sauf si Sébastien voulait ajouter quelque chose. Alors, je vois que le temps tourne, donc ce que je vous propose, c'est peut-être une dernière question un peu ouverte pour finir, qui serait précisément, je vais dire un peu de manière large, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou changer, ou ça peut être quelque chose d'assez macro et d'assez structurel, pour finalement que le numérique soit massivement et durablement au service de l'humain. Donc, je vais dire un peu changer la donne et renverser un peu les choses. Est-ce que cette question déjà vous inspire pour la minute restante? Donc au moins, c'est des réponses courtes. Je veux bien faire très court. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, une très grande partie des technologies, du numérique et de ses usages sont privés et à usage privé. Et je pense que ça rejoint ce qui a été dit avant. Il faut le considérer comme un bien public. Au même titre que défendre les services publics en France, qui est quelque chose d'important et que moi je ne vois pas dans beaucoup de pays dans lesquels on travaille par ailleurs. Je pense que considérer que les technologies du numérique sont un bien public, c'est peut-être la bonne idée. Après, en pratique, c'est difficile, mais on a dit 30 secondes, alors je garde mon droit à rester flou. C'est bon, ça marchait. Isabelle, Joël, allez-y. Je crois qu'il faut garder une chose en tête, une chose en tête, c'est que le numérique, c'est un outil. C'est pas un aboutissement, c'est pas fini. C'est un outil aussi basique que l'invention de l'écriture ou que l'invention, je ne sais pas, du métal ou de l'acier. Ça veut dire qu'avec de l'acier, vous pouvez forger des gratte-ciel, vous pouvez faire des exosquelettes pour apprendre à des gens handicapés à marcher, et puis vous pouvez fabriquer des balles, des tanks et des canons. C'est un outil. Donc, il faut impérativement garder cela en tête et former, c'est mon job, former les jeunes aux risques et aux avantages de cet outil. Vous pouvez vous en servir pour contrôler le monde, vous pouvez vous en servir pour permettre à des gens d'avoir une vie bien meilleure.
Donc, outils, gardez ça. Vous pouvez tout faire avec le numérique. Moi, je pense en 30 secondes qu'il faut avoir une certaine gouvernance, pas de contrôle, mais qui va suivre, parce que le numérique peut être un vrai levier d'innovation sociale, accompagné de l'humain. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on se positionne. On dit qu'on est le lien entre l'humain et l'intelligence artificielle. Il faut communiquer, parce que le nombre de personnes que je rencontre qui pensent que l'IA fait tout et n'importe quoi, c'est juste dingue. Donc là, il faut vraiment éduquer, communiquer, mettre des règles, punir si on dévie. Voilà. Je suis aussi, comme je disais, je suis pour les quotas, pour encourager les femmes dans différentes instances. Oui, il faut mettre, mais aussi il faut laisser, c'est là la complicité, une certaine part aussi à la créativité. C'est aussi important. Sophie, le mot de la fin. J'aurais bien dit celle de Sébastien, mais je pense que derrière, il y a cette notion d'accessibilité. Et c'est vrai qu'il y a une question qui était de dire, non, mais là, on parle de ce à quoi peut servir la technologie, mais on ne parle pas de la technologie. Et moi, je pense que derrière cette notion d'accessibilité, cet enjeu, il est là. Et je suis sûre que plus on ira dans ce sens, plus aussi la profession se féminisera. Ben, merci beaucoup. Et je crois qu'on a fait... on a fini, du coup, le temps, en tout cas, qui était imparti.